En provenance des camps de Tindouf, un missile tiré par la milice du Polisario a frappé Asmara. Les attaques ont été menées à l'aide de mortiers rouillés datant de l'ère des dinosaures, avant que les assaillants ne prennent la fuite en direction de l'Algérie, la mère adoptive. Pour la première fois, le Congrès américain est officiellement saisi d'un projet de loi visant à classer le Front séparatiste du Polisario comme organisation terroriste étrangère. Sur toute cette longueur, l'armée marocaine a enterré des centaines de milliers de mines, ce qui en fait le plus long champ de mines au monde. Pourquoi les Marocains ont-ils construit de telles fortifications dans le désert? Souvent dans le spatial, on dit par exemple qu'un lanceur, c'est un vecteur de souveraineté. À partir de maintenant, quand le Royaume du Maroc voudra des images précises de ce Le Maroc aurait récemment renforcé son arsenal militaire aérien en acquérant les drones de reconnaissance et d'attaque TB001K Scorpion. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dimam Gharib Stories, pour traiter d'un sujet qui est toujours d'actualité, à savoir la guerre, la course à l'armement et surtout la stratégie géopolitique du Maroc. Alors, comme tout le monde le sait, nous vivons dans un contexte géopolitique très agité. L'épisode de guerre entre Israël et l'Iran a renforcé une course à l'armement qui était déjà engagée bien avant, et cette course à l'armement, on y assiste au niveau mondial. Même les pays qui ne sont pas en guerre aujourd'hui, ils semblent nourrir une espèce de paix armée. Alors c'est dans ce contexte géopolitique que le Maroc est en train de muscler sa défense. Jamais le Maroc n'avait déployé de stratégie militaire aussi musclée et ambitieuse, alors qu'il est déjà bien équipé. Et ce n'est pas pour affronter l'Algérie, car comme nous allons le voir, l'Algérie n'a jamais été vraiment une menace pour le Maroc. Oui, l'Algérie n'est pas vraiment une menace pour le Maroc. Pourquoi ? D'abord, cela n'a aucun sens. Pourquoi l'Algérie va s'attaquer à un voisin souverain et bien armé avec tous les alliés puissants qui sont autour de lui? En plus, l'Algérie n'a aucune prétention territoriale sur le Maroc. Elle n'a jamais dit que le Sahara est à elle. Elle sait très bien que le Sahara est marocain. Alors, cette posture de l'Algérie, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, c'est effectivement une posture de haine, parce que c'est la seule option que le gouvernement algérien a trouvée pour se maintenir au pouvoir. Alors quand ils se réunissent le matin, j'imagine, en comité ministériel en Algérie, je ne pense pas qu'ils doivent se dire comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des Algériens, comment est-ce qu'on peut développer notre économie. Non, ils se disent alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le Maroc? Donc c'est ça les réunions, donc ça tourne que autour du Maroc et on a l'impression qu'ils y passent toute leur journée, leur soirée et tout leur programme est basé là-dessus. L'Algérie sait très bien que le Maroc ne va pas l'attaquer pour des insultes et des mensonges. Le Maroc a toujours été très respectueux des lois internationales, donc il fait pas les choses comme ça. Et contrairement à un épisode qu'on a vu rapidement entre Israël et l'Algérie pendant qu'il y avait la guerre entre l'Iran et Israël, à un moment donné, le gouvernement algérien a voulu montrer les muscles en fustigeant Israël. Il a reçu une menace et dans la journée, on a vu que ce gouvernement a changé tout de suite de fusil d'épaule. Il s'est retourné contre l'Iran, a fustigé l'Iran et pour montrer à Israël que non, je ne suis pas une menace, c'est pas la peine de m'attaquer s'il vous plaît. Donc on voit bien que l'Algérie sait très bien qu'il n'y a pas de risque à nourrir de la haine contre le Maroc parce que tout simplement c'est une posture pour détourner l'attention des Algériens de leurs conditions de vie déplorables. Et malheureusement, beaucoup d'Algériens tombent dans le panneau. Finalement, le président algérien, il applique la même stratégie que celle de Netanyahou. Tant qu'il y a des tensions et des guerres, Netanyahou est assuré d'éviter des poursuites contre lui. Et tant que les Algériens sont omnibulés par la haine contre le Maroc, personne ne se préoccupera de l'incompétence de leur président et de la déchéance qu'il est en train de leur infliger. Et puis,
franchement, entre nous, qui défendrait l'Algérie au cas où elle entrerait en guerre? Le Polisario? Sûrement pas. Surtout que maintenant, le Polisario est en phase d'être étiqueté organisation terroriste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au lendemain de la proposition de ce projet au Parlement américain, que le Polisario a effectué quelques tirs de roquettes. Où ça? Vers le mur de sable marocain. On appelle ça l'énergie du désespoir, parce que ces tirs, finalement, ils n'ont pas été si loin que ça, ils n'ont fait aucun dégât, et c'est juste pour dire on est là. Oui, parce que s'ils s'approchent, c'est cuit pour eux. Pourquoi? Impossible de rivaliser avec cette puissance marocaine qui aujourd'hui s'affirme à la vitesse de l'éclair. On a déjà vu dans un épisode d'Imam Ghalib Stories que le Maroc est impossible à envahir, notamment en raison de sa position de forteresse géographique. D'un côté, il est protégé par les montagnes du Rif, les montagnes de l'Atlas, le mur de sable qui va en prolongement jusqu'au désert mauritanien, et puis de l'autre côté, il y a les océans Atlantique et Méditerranéen. Donc c'est très très compliqué de rentrer dans ce royaume ou de s'attaquer à lui de manière directe. Et puis l'arsenal marocain est aujourd'hui très très impressionnant. Vous avez d'abord des drones pour la surveillance et les frappes ciblées. Le Maroc a des systèmes de défense aérienne qui sont de plus en plus de pointe contre toute intrusion, notamment de drones, de missiles ou d'avions. Le Maroc est équipé de satellites militaires qui permettent la surveillance et la coordination des opérations au sol. Il a un arsenal en aviation de chasse et de bombardement pour assurer la supériorité aérienne. Donc c'est un matériel de dissuasion qui permet aussi d'avoir une capacité de frappe à distance et de répondre rapidement à toute escalade régionale. Il a des hélicoptères de combat et de transport qui permettent d'assurer un soutien tactique au sol, des évacuations, des assauts rapides, qui permettent aussi une grande mobilité dans des terrains très difficiles comme le désert ou les zones montagneuses. Le Maroc est aussi équipé d'une flotte de véhicules blindés, à la fois légers et lourds pour les patrouilles frontalières, pour la protection de convois. Il a une artillerie mobile de lance et des lance-roquettes qui permettent aussi des frappes à distance, qui donnent un appui au sol, qui sont aussi là pour la dissuasion terrestre. Et ça permet aussi des réponses massives en cas d'incursion. Et puis, il y a aussi une marine de guerre qui est également impressionnante, d'abord pour le contrôle des eaux territoriales, la lutte anti-piraterie, la protection maritime, la sécurisation des côtes et des flux commerciaux. Et le Maroc vient d'investir dans la pièce qui manquait à tout ce puzzle, c'est-à-dire des sous-marins qui vont permettre d'assurer une présence constante sous la surface pour freiner toute opération ennemie et qui ont des capacités à cibler des navires. Et puis n'oublions pas que le Maroc a aussi des capacités cyber et de guerre électronique qu'il est en train effectivement de doper avec des formations extraordinaires, donc ce qui permet d'assurer à la fois l'interception, le brouillage, la sécurisation des communications, la cyberdéfense, l'anticipation des menaces numériques ou du sabotage ennemi. Et cerise sur le gâteau, eh bien le Maroc aujourd'hui produit son propre armement. Donc il ne s'arrête pas uniquement à l'acquisition de matériel militaire. Il a donné la priorité à la fabrication de munitions. Ben oui, parce que si on a du matériel et qu'on n'a pas de munitions, ça sert à rien. Et puis s'il faut attendre à des convois qui arrivent de Chine ou de Russie ou d'Amérique, ben ça peut être compliqué. Donc le Maroc devient complètement autonome d'abord pour fabriquer des munitions, la fabrication de drones qui est rapidement opérationnels et qui sont très très importants aujourd'hui dans les guerres à distance, et puis les pièces détachées, parce que ça aussi c'est très important, hein. Quand il y a des dégâts contre du matériel, ben, il faut qu'on sache le réparer tout de suite. Donc au même titre que toutes les stratégies économiques, politiques que le Maroc est en train de mener aujourd'hui, eh bien il vise principalement une intégrité territoriale et une autonomie stratégique, quitte effectivement à devenir aussi, pourquoi pas, un exportateur potentiel d'armement. Quand le monde va se calmer, il y aura toujours des zones un peu chaudes et le Maroc pourra exporter également du matériel.
Alors, pour compléter cette puissance militaire, le Maroc a entrepris aussi plusieurs actions très stratégiques. Alors d'abord, la formation militaire. Donc que ce soit dans le domaine terrestre, de l'air, naval, cyber, spatial, et notamment on l'a vu avec l'exercice African Lion 2025, qui est le seul grand exercice militaire en Afrique. Alors cet exercice a été mis en action avec la participation de l'US Space Force. Cela a également permis de toucher à tous les domaines militaires, y compris les systèmes de satellites et de guerre électronique. Le deuxième axe sur lequel le Maroc a joué et continue de jouer, c'est la création d'alliances militaires africaines. Bon, on ne parle pas de l'appui des États-Unis, des pays notamment occidentaux ou de Moyen-Orient, on parle de l'Afrique. Alors comme les alliances qui viennent de signer avec le Rwanda et l'Éthiopie, c'est un peu des alliances parallèles à ce qu'on voit à l'OTAN, où l'on peut avoir effectivement une alliance occidentale. Eh bien, le Maroc est en train de développer une alliance africaine. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, ça c'est également une autre cerise sur les gâteaux, c'est que le Maroc a pensé construire des centres de secours. On a bien vu donc tous ces projets qui sont en train de fleurir dans toutes les grandes villes du royaume. Eh bien, il va y avoir des centres de secours, parfois avec 1000 lits, avec tout ce qu'il faut comme matériel de secours, pour anticiper tout type de catastrophe, alors que ce soit une épidémie ou une guerre. Alors pour conclure sur ce chapitre où le Maroc est en train de muscler sa défense, on peut dire que le Maroc fait les choses différemment et de manière beaucoup plus subtile que bon nombre de pays. Il y a un point spécifique au Maroc et qui fait toute la différence. Même s'il muscle sa défense et sa puissance militaire, eh bien le Maroc demeure le roi du soft power. C'est quoi le soft power? C'est ce pouvoir tranquille en dehors de toute force militaire. Et ça, on peut le voir à 3 niveaux. D'abord, sa stratégie diplomatique, qui est aussi redoutable que sa puissance militaire. Faites le compte et vous allez voir le nombre d'alliés du Maroc, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, en Europe, en Afrique, en Moyen-Orient. Le Maroc a quand même beaucoup plus d'alliés que nos voisins, on peut le dire clairement. Deuxième point, tout ce que le Maroc fait, il le fait en application du strict droit international. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui s'adresse ni jette le moindre regard sur le Maroc. Et puis enfin, le troisième point qui n'est pas des moindres, c'est que le Maroc n'attaque jamais, sauf si on lui marche sur les pieds. Alors là, il va sortir les griffes des lions qui sommeillent en lui, comme je dis toujours. Pour rejoindre ce que vient d'écrire le philosophe russe Alexandre Douguine, ce que l'Occident teste en Iran, c'est une méthode. L'Occident mène une guerre totale et continue, même s'il la qualifie de paix. Il ment, il sabote, il intensifie les hostilités car il est terrifié parce que pour la première fois de son histoire, depuis des générations, l'Occident a le sentiment que le monde lui échappe. Et il fera tout pour maintenir un déséquilibre mondial en sa faveur. Alors dans ce contexte, personne n'est à l'abri et n'importe quel pays peut se retrouver à la table du boucher. Les lois internationales sont bafouées. Et plus que jamais, le monde est régi par la loi du plus fort. Donc, c'est dans ce contexte mondial perturbé que le Maroc muscle sa défense, pas pour se prémunir contre l'Algérie, qui est loin d'être une menace pour le Maroc, mais pour ne pas subir de colonisation au cas où le monde sombre dans une 3e guerre mondiale. Tous les traités qu'il signe suivent cet objectif. Et il sait qu'il n'y a jamais d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Et le Maroc a bien raison de penser également à ses intérêts, quitte à décevoir ceux qui lui reprochent d'abandonner des principes. D'autant plus que ses voisins, qui devraient être considérés comme des frères, s'avèrent plutôt être des ennemis. Alors que les supposés ennemis s'avèrent plutôt être de bons appuis pour permettre au Maroc d'atteindre ses objectifs. Et l'on comprend aujourd'hui
Hassan II quand il avait dit justement « Mes ennemis, je m'en charge, protégez-moi seulement de mes amis ». Voilà pour cet épisode donc qui, j'espère, vous a intéressé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, que vous soyez d'accord ou pas. Bien, toutes les idées sont les bienvenues pour nourrir nos débats. Et je vous dis à samedi prochain pour d'autres sujets aussi passionnants sur le Maroc. À bientôt. ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد